Alors bonsoir à tous, merci d'être ici, je me représente, parce qu'en fait je me suis déjà présenté personnellement pour la plupart d'entre vous. Je m'appelle Jean Nelson, je suis responsable de l'espace dans lequel vous êtes accueillis ce soir, qui s'appelle YouFactory. Je vous ai déjà tous expliqué, YouFactory c'est un atelier partagé de production où on propose à des entreprises de la région et des entrepreneurs de venir mener des projets de fabrication. Ces projets de fabrication visent à fabriquer des pièces uniques ou de très petites séries dans le cadre d'activités qui sont dites des activités innovantes pour prototyper. Donc ce soir, on donne la parole à Jean-Philippe. Jean-Philippe qui est un entrepreneur lyonnais, lui aussi, et qui a beaucoup de mérite puisqu'il a énormément de talent et qui fabrique des machines qu'on appelle des imprimantes 3D qui permettent notamment de faire des pièces de cette envergure. Donc moi j'ai découvert Jean-Philippe il y a 2 mois en travaillant en fait sur quelle machine acheter et en m'intéressant de plus près au monde de l'impression 3D en Rhône-Alpes. Et voilà, j'ai découvert le talent et je me suis dit que c'était la première personne à qui je voulais donner la parole dans le cadre de petites conférences où on invite les gens à ne pas être passifs et à vraiment poser des questions. Parce que là, ce soir, on n'est pas plus d'une vingtaine, donc vraiment le but, c'est de découvrir l'impression 3D, ce que c'est, ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Et de deux, si on a des questions, même les plus farfelues qui soient, de les poser à un spécialiste en la matière. Un créatif, voilà. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ça ne devrait pas durer plus d'1 heure. Si ça prend plus d'1 heure entre la présentation de Jean-Philippe et les questions-réponses, c'est qu'on est vraiment tous à fond. On a de quoi boire des petits jus de fruits, manger des chips. À la fin, si vous avez envie de discuter, c'est fait pour ça. Vous êtes les bienvenus pour rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Je t'en prie. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Abraham et j'ai fondé la société Corps Libre, dont je reparlerai un tout petit peu après. Et donc, en gros, aujourd'hui, Corps Libre est installé à Rieux-la-Pape et je fais à peu près tout ça. Donc, le projet de base, c'était une boutique en ligne pour les particuliers et les passionnés. Donc, il y a toute cette partie de la compagnie. Et puis, en fait, j'ai créé un truc un petit peu plus vaste dans lequel il y a des filiales. Et dans lequel, aujourd'hui, ce que je fais par exemple beaucoup, c'est des conseils, des gens qui veulent mettre des outils d'impression 3D dans leurs entreprises et qui veulent faire les bons choix stratégiques. Et puis, je me suis rendu compte que mon approche artisanale de l'impression 3D, loin des machines très brillantes et loin du gros marketing, mais vraiment artisanale, me donnait pas mal d'atouts pour répondre à toutes les questions en réalité. Et c'est aujourd'hui ce qui manque dans le milieu de l'impression 3D, des gens qui peuvent répondre, qui mettent les mains dedans et qui peuvent répondre à toutes sortes de questions, aussi farfelues soient-elles. Donc le but de la soirée ce soir, c'est d'abord de comprendre ce qu'est l'impression 3D, que chacun d'entre vous reparte avec une idée claire de la méthode que l'on emploie pour imprimer à titre personnel chez soi ou dans un bureau de design ou même après avec des outils professionnels. Je vais essayer de vous éclaircir un petit peu les horizons en termes d'application de tout ce qu'on peut faire d'une imprimante 3D, ce qui est aujourd'hui la clé. Et puis, je vais vous parler des enjeux de l'impression 3D, notamment en couplant cela à un discours autour de l'open source et du monde du libre. Donc le plan de ce soir, je vais d'abord vous faire une petite histoire, un petit historique de la genèse de l'impression 3D. Nous allons parler de l'impression 3D en termes de fonctionnement. Quels sont les plastiques utilisés, comment fonctionnent les machines, avec la technologie particulière qui est aujourd'hui la plus répandue dans les machines. On va parler de la méthode de travail, c'est-à-dire que vous aurez une bonne idée une fois qu'on a une imprimante 3D qui fonctionne, qu'est-ce qu'on en fait. Donc les applications, que je vous ai triées dans 5 grands domaines qui me tiennent à cœur.
Et puis on va conclure avec l'écosystème financier qui est en train de naître avec l'open source, le monde du libre, le monde GNU. Et puis la conclusion dépendra, je pense, des questions. N'hésitez pas à m'interrompre au cours de la présentation si vous avez des questions. Oui, à commencer par expliquer ce qu'est le GNU et l'open source. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il nous faudrait à peu près la soirée jusqu'à minuit si je voulais dire tout ce que j'ai à dire. Et encore, en moins d'une heure, c'est pas évident. Je raccourcis énormément de choses. Donc, s'il y a des choses qui vous semblent importantes, n'hésitez pas à me... Je sais qu'on a tendance à perdre sa question assez rapidement. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Hein. Et bien sûr, à la fin, je réponds à toutes vos questions, mais si vous vous posez une question, c'est sûrement que quelqu'un d'autre se la pose. Alors, l'histoire de l'impression 3D. Je pense que beaucoup d'entre vous sont surpris de découvrir que le brevet a été déposé en 86. Et donc, pour les plus curieux, vous pourrez aller voir sur Internet, vous tapez CILAS, C-I-L-A-S, et vous aurez un petit documentaire avec une interview des inventeurs de l'impression 3D qui sont orléanais. Et pour la petite anecdote, je ne le savais pas encore à cette époque-là, mais j'ai mangé tous les jours dans les locaux de ceux qui ont inventé l'impression 3D. Donc, c'est un petit clin d'œil. Et donc, en fait, les Français et les Américains, le fondateur de 3D Systems, ont travaillé simultanément sur l'impression 3D. Et le premier brevet a été déposé 3 semaines avant par les Français. Les Américains avaient 3 semaines de retard. Et puis donc, elle est née une première fois en 86 et elle est née une deuxième fois. Parce que vous allez me dire, ça a 30 ans, c'est bizarre, personne n'en parlait. Ça fait seulement 5 ans qu'on en parle sérieusement. Et en fait, c'est grâce au professeur Adrian Bauer qui a déposé sous licence libre le premier modèle de la RepRap. Donc la RepRap qui est un mouvement qui englobe toute une famille de machines 3D et qui veut dire réplicante, rapide, prototyping. Parce que le but ultime du projet est de faire des machines entièrement capables de se répliquer. Ce qui est aujourd'hui déjà partiellement le cas. Alors ça, c'est l'arbre généalogique des RepRap arrêté en 2012. La Darwin se trouve ici. Si on voulait que ce soit lisible, il faudrait que ça fasse 5,5 mètres de haut. Et donc je reviendrai un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec autant de machines et pourquoi est-ce que c'est formidable? Chaque point représente une machine 3D, avec ses plans, son fonctionnement et ainsi de suite. Donc quand on parle d'une explosion de l'impression 3D, ça a explosé pour tout le monde. Tout le monde commence à connaître, mais ça a explosé aussi en termes de recherche et de personnes qui travaillent dessus. Alors, le fonctionnement technologique. Le principe est de prendre un solide en 3 dimensions, on va imaginer une boule creuse, et de la réaliser couche par couche, strate par strate. Quelle que soit la technologie aujourd'hui, c'est universel. Après, la technologie, selon les matériaux utilisés, selon la vitesse qu'on veut en attendre, il y a toute une déclinaison de technologies. Et nous allons parler ce soir de la FDM, donc, qui consiste à déposer du matériel fondu, donc du plastique, qui est la technologie en réalité la plus simple à comprendre et la plus simple à mettre en œuvre. Donc, ici, vous avez de détailler la partie chauffante de la machine. Au-dessus de cette partie, donc imaginez, là c'est une vue en coupe, c'est un tube, d'accord, dans lequel on va faire passer un filament de plastique. Donc, au-dessus de cette partie, vous avez un entraînement mécanique, une roue avec des dents, qui vient pincer le filament, et la roue, en tournant, va pousser le filament vers le bas, dans cette partie chauffante. Et donc, le filament va descendre et sortir par une buse dont le diamètre conditionnera la qualité d'impression et les vitesses d'impression, par exemple. Et donc, quand le filament est déposé, physiquement, ça fait comme ça. Ça fait une strate. Là, vous pourrez le voir très bien sur un petit morceau qui se détache. Ça fait une strate. Et donc, c'est cette strate que l'on va venir imaginer que cette pièce se déplace comme ça. Eh bien, on va déposer un filament. Donc, pour réaliser une boule, vous faites un premier cercle, vous montez, vous faites un deuxième cercle un petit peu plus grand, et ainsi de suite. Et naturellement, on voit apparaître la boule. Donc on peut faire avec ça des objets creux, des objets dans lesquels il y a des tuyaux qu'on ne pourrait pas usiner.
pour les bricoleurs qui sont parmi vous, qui ont déjà démonté un carburateur par exemple, ou un moteur, eh bien il y a souvent des trous qu'on a besoin de faire et de reboucher. Il y a des manières d'usiner qu'on atteint avec l'impression 3D qu'on ne peut pas atteindre autrement. Alors, les temps d'impression sont en général compris entre 1 et 4 heures. 1 heure, le temps de démarrer la machine, d'oublier qu'on l'a mis à chauffer, d'y revenir, de lancer la pièce. Les impressions utiles sont souvent de l'ordre d'une vingtaine de minutes, mais bon, je compte à peu près 1 heure. Et 4 heures si vous voulez une pièce un petit peu conséquente, fonctionnelle. Quand vous faites des objets très qualitatifs, imprimés très fin ou très lentement, ou plein par exemple, ça peut monter jusqu'à une dizaine d'heures. En réalité, ce temps d'impression devient très rapidement transparent. Déjà, au départ, quand vous avez la machine la première fois qui fonctionne, ça a beau mettre 4 heures, vous allez vous rendre compte que vous allez être resté devant 4 heures à la regarder fonctionner. Parce que c'est fascinant de voir comme ça des appareils. C'est des objets qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé physiquement. Vous les avez dessinés, vous les avez récupérés d'Internet. C'est là où il y a une révolution. C'est des objets qui n'ont jamais existé. Et ils apparaissent. Et puis ensuite, vous allez très rapidement vous habituer à ce temps de fonctionnement. Et vous allez lancer l'impression avant d'aller regarder un film, avant d'aller manger, avant d'aller vous coucher. Et même des impressions de 10 heures, en réalité, le temps est transparent. Le temps réel que ça vous coûte, c'est le temps que vous mettez à la lancer et le temps que vous mettez à la récupérer. Souvent, c'est ça. C'est assez rare d'avoir une pièce dont on a besoin tout de suite. Et donc, comment on récupère des fichiers 3D? Qu'est-ce qu'on imprime? Donc, il y a deux manières. Ou vous allez les chercher sur une banque de fichiers. Il en existe de très nombreuses sur Internet avec des millions de fichiers. Ou vous la dessinez. L'intérêt en général, c'est de faire les deux, bien entendu. Et ce que vous allez faire dans la réalité, c'est commencer par imprimer des objets pour la famille. Faites attention au nombre de personnes à qui vous direz que vous avez une imprimante 3D. Parce que la liste d'attente d'objets va vite être assez longue. Donc, et pendant ce temps que vous avez péniblement la longue liste d'attente pour toute la famille et les amis, eh bien, vous apprendrez à dessiner. Alors, ce qui est très important pour le dessin 3D, le fichier STL, le format de fichier STL. C'est une espèce de pierre de Rosette de l'impression 3D. C'est un fichier, c'est un format qui est compréhensible par toutes les imprimantes 3D, y compris les machines professionnelles les plus onéreuses, et qui est fabricable par tous les logiciels. C'est un format de fichier simple, inventé il y a assez longtemps, et qui est réellement standard. Et ça, c'est une des premières victoires, je reviendrai dessus. Mais si les fabricants d'imprimantes 3D aujourd'hui sont obligés de faire que leur machine fonctionne avec du STL et que vous n'ayez pas à payer pour l'utiliser leur format de fichier, c'est grâce au monde du libre, par exemple. Et donc, parce qu'il faut savoir que sur des business models, sur des scanners 3D professionnels par exemple, les outils qui vous permettent d'utiliser un format de 3D d'un outil vers une autre marque d'outils, ça peut monter jusqu'à 30 000 €, le droit d'utiliser le fichier sur un autre logiciel. Donc, évidemment, hein, à ces prix-là, il est hors de question de se le payer à titre particulier. Et donc, pour apprendre à dessiner en 3D, donc il existe des logiciels très bien qui sont gratuits. Il y a notamment des logiciels open source, mais pas que. Et en gros, pour quelqu'un qui ne sait pas aujourd'hui dessiner en 3D, il faut à peu près 2 semaines pour s'habituer à ce mode de fonctionnement. Et puis entre 1 mois et demi et 3 mois pour être vraiment à l'aise entre l'idée et la réalisation du dessin. Et je dirais 1 an d'utilisation occasionnelle, hein, pas d'utilisation professionnelle ou tous les jours. Si vous êtes réellement passionné inventeur, en 1 mois et demi, vous êtes parfaitement au point. Mais sur une utilisation comme ça un petit peu occasionnelle, pour retoucher des fichiers, pour faire des pièces pratiques chez vous, en 1 an, vous faites une pièce en 5 minutes, quoi. Hein, elle est parfaite, imprimable tout de suite, sur laquelle vous ne revenez pas. Voilà. C'est à peu près le temps réaliste. Donc le fonctionnement, je vous l'ai détaillé avec ma boule. Je vais vous montrer une petite vidéo
une petite vidéo d'une impression 3D. Donc là, c'est l'impression 3D d'un des casques. Est-ce que tout le monde voit bien? J'en ai d'autres, je vous les remontrerai à la fin, j'en ai fait d'autres. Donc voilà, hein, une photo toutes les 30 secondes et puis on voit apparaître le modèle 3D. Merci beaucoup. C'est un casque de Star Wars. C'est un casque de Trooper. Ouais. Et donc, les machines sont en constante évolution et vous avez une gratuité possible pour avoir tous les outils réellement fonctionnels. Donc je vous fais une petite démonstration si vous voulez à la fin du logiciel qui permet de déposer son modèle en 3D, de faire ce qu'on appelle le tranchage, hein, ce découpage en couches, et puis de l'imprimer. Ces logiciels-là sont des logiciels qui sont largement au niveau de logiciels payants, mais qui sont gratuits, que vous pouvez supporter ou pas, dont les inventeurs ont trouvé des business models intelligents pour que les entreprises qui les utilisent payent pour avoir un logiciel personnalisé. Voilà. Donc il y a une véritable gratuité dans cet univers. Pas de questions jusqu'à présent? Donc les matériaux qu'on va utiliser, qui sont très importants. Je vous ai mis là les 3 grandes familles de plastique qui sont les plus utilisées. Il existe des plastiques techniques qui sont généralement plus intéressantes pour des gens qui sont de sérieux inventeurs ou qui sont professionnels, hein, pour des applications particulières. Vous avez notamment des plastiques souples, des plastiques conducteurs, des plastiques plus résistants, des plastiques colorés de certaines manières. Voilà. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est la course aux matériaux qui vont pouvoir passer dans les imprimantes 3D. Parce que c'est un tel marché que tous les fabricants de plastique cherchent à inventer le nouveau plastique à la mode. Donc vous en avez vraiment une très grande quantité. Mais donc dans ces 3 plastiques, vous avez les ABS, qui ont 2 qualités majeures. En plus d'être assez résistant et énormément employé, puisque c'est le plastique des jouets en général, qui résiste bien à la température. Vous pouvez le mettre dans une voiture au soleil en plein été, c'est pas du tout un problème, par exemple. Et qui font des pièces qui sont très jolies une fois finies, que l'on peut finir très rapidement et pour presque rien. Vous avez les PLA, qui sont des plastiques issus de produits végétaux, et qui sont particulièrement costauds, qui vont résister à des torsions, sur lesquelles vous pouvez faire des bras de levier, des pignons mécaniques, qui ont une bonne résistance à l'usure. Les pignons que j'utilise aujourd'hui, qui tournent, qui font des kilomètres, sont imprimés en PLA et ne s'usent pas. Une faible friction, vous pouvez l'utiliser en frottement sur de l'aluminium, par exemple, pour des prototypes réels, en mouvement. Vous aurez une utilisation suffisamment longue pour tester, valider le fonctionnement de votre machine. Et donc l'usure, j'en ai parlé par exemple pour les pignons, ce qui est le cas le plus défavorable, les pignons qui sont tout le temps en train de forcer. Et enfin le nylon, que toutes les machines ne peuvent pas imprimer et qui donc a été un des derniers plastiques à se faire vraiment connaître, qui est donc le plastique des ceintures de sécurité par exemple. Et donc qui garde une certaine souplesse, c'est pas extrêmement rigide, ça garde une certaine souplesse, extrêmement solide, hein, c'est pour ça que je vous parlais des ceintures de sécurité, extrêmement solide à l'arrachement, qui fait des couches qui adhèrent très très bien les unes aux autres, et donc qui va avoir des résistances mécaniques dans toutes les dimensions, qui se travaille très chaud et qui se dégrade assez chaud, donc qui va tenir la température encore plus que les ABS. Un ABS, vous allez pouvoir l'immerger dans quelque chose à une centaine de degrés, il va commencer à se ramollir, mais il va pouvoir encore garder une certaine dureté. Un nylon, vous le mettez dans quelque chose à 110, 120 degrés, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le mettre dans des huiles chaudes, vous pouvez le mettre dans des choses comme ça. Voilà. Pour moi, c'est déjà un plastique technique. Vous pouvez
pouvez motoriser un portail de porte, un moteur électrique de portail par exemple. Vous pouvez motoriser un petit véhicule. Vous pouvez faire une couronne qui vient entraîner une courroie de véhicule sans aucun problème. Ça tiendra vraiment les kilomètres. Et là, encore une faible friction, encore plus faible que le PLA. Je dirais qu'on peut l'utiliser à peu près comme du téflon. Le téflon, pour ceux qui connaissent, c'est un plastique technique qui a une très faible friction et qui permet de faire des pièces d'usure dans les machines. Typiquement, tous les tapis roulants, par exemple, reposent sur des téflons. Les poêles sont faites avec du téflon. Hein. Et donc, avec le nylon, vous pouvez avoir des caractéristiques similaires, faire des pièces qui vont être vraiment soumises à de vrais efforts. Oui. Yes. Avez-vous les trois matériaux ici? Alors, j'ai de l'ABS et du PLA. J'ai amené une pièce en nylon à laquelle je tiens parce que c'est une pièce qui est soumise, c'est une pièce très technique et qui est soumise à une forte température en permanence, qui est juste en fait à côté de l'extrudeur. D'accord? Donc dans cette pièce, grâce à l'impression 3D. Alors reviens peut-être sur c'est quoi l'extrudeur? Tout à fait. L'extrudeur, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les petites images animées. C'est un tube chauffé en bas dans lequel on vient passer le fil. D'accord? Donc cette pièce est toujours aux alentours de 200 degrés. Et j'avais besoin de quelque chose qui soit immédiatement proche de cette pièce et qui puisse souffler dessus. Souffler de manière à ventiler mon impression 3D et à faire des choses très techniques. J'ai pu mettre des lumières, des LED dessus. Ça souffle tout en rond et le ventilateur, en fait, il est intégré là-dedans, il est imprimé. J'ai utilisé des petits moteurs de modélisme et j'ai imprimé un moteur centrifuge dedans. Donc s'il y a des bricoleurs, des techniciens, des inventeurs ici, la pièce est assez rigolote. Et une autre question. Il y a un matériau recycled? This is one of the great announcements I have to do this night about the recycling and new material printed. I wish I could use it soon. Oui. Et en dehors du plastique, est-ce qu'on peut déjà envisager d'utiliser certains métals ou... Alors, les métaux. Les métaux posent problème à cause des températures de fusion, évidemment. Donc, les utilisations de métal dans l'impression 3D sont la méthode la plus commode pour les imprimer aujourd'hui, c'est de passer par des poudres. Vous utilisez des métaux en poudre que vous allez soit coller ensemble avec une colle et ensuite passer le tout au four pour obtenir une pièce fondue, soit que vous allez fondre localement avec un laser pour faire adhérer la poudre de proche en proche et ainsi construire les couches de cette manière. Voilà. Donc vous pouvez utiliser des poudres de métaux précieux, vous pouvez utiliser des poudres de titane pour faire des pièces mécaniques complexes. Et vous pouvez, voilà, il y a pas mal de poudres. Alors, pour faire ces poudres fines, de la finesse de la poudre dépend la finesse de l'impression 3D. Et pour faire ces poudres fines, en réalité, il faut utiliser une méthode de sublimation, en général, du métal. C'est-à-dire il faut évaporer le métal. Et le recommencer, faire de la pluie de métal. Et cette pluie va être très fine. C'est la méthode la moins chère pour faire de la poudre de métal. Donc de toute façon, cette technique-là ne pourra pas être abordable pour tout le monde parce que la méthode de fabrication, et ça demande aussi la maîtrise d'un laser, un laser puissant, qui plus est, qui doit fondre du métal en général. Donc de toute façon, tout ça, c'est vrai que c'est réservé pour des applications particulières. Mais on peut faire des roulements, on peut faire des hélices très complexes à usiner. Voilà. Alors je vais répondre en français à la question d'avant à propos des matériaux recyclés. C'était ça la question. Donc ce soir, je vais vous faire une petite annonce sur un matériau innovant, très peu cher et recyclé. Voilà. Oui, juste pour une chose sur le méthane, on ne peut pas facilement imprimer le méthane. Par contre, ce qu'on peut faire, comme le plastique fond à 200 degrés, etc., on peut faire la technique qui était utilisée autrefois, ce qu'on appelle la technique de la cire fondue. On imprime une pièce en 3D, on la met dans du sable qu'on tasse bien, et on fait couler le métal qui va faire fondre le plastique et qui prend la place.
Tout à fait. Après, ça reste de la fonte de métal. C'est une solution. Tout à fait. Je vais y revenir parce qu'en plus de pouvoir faire du métal de cette manière, et vous avez complètement raison, c'est une des méthodes, en fait, en réalité, avec l'impression 3D, ce qu'on ne peut pas faire directement avec la machine, on peut trouver un moyen pour biaiser et le faire quand même. Cette méthode. Voilà. Alors pour ce qui est de l'impression 3D en métal grand public, j'espère, grâce à mes compétences, donc je ne me suis pas présenté entièrement tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais j'ai fait par exemple de la chaudronnerie, donc j'ai soudé, et j'espère faire une machine qui pourra fonctionner avec du dépôt d'acier fondu dans 6 mois, 1 an. Voilà. Donc ça fera des pièces, j'espère, peut-être un petit peu moins fines que ça, mais le but c'est de faire des pièces fonctionnelles. Si elles doivent être jolies, elles seront réusinées peut-être derrière, mais pouvoir reproduire des pièces de collection, pouvoir reproduire voilà, ce genre de choses. Une des dimensions de la société Corlib, c'est de faire des outils pratiques, utiles et qui rendent réellement service. Donc c'est pour des bricoleurs, pour des collectionneurs, des gens qui réparent. Voilà. Jean, tu avais une remarque? Non. J'y réponds. J'y réponds. Dans tout ce que tu as dit, ça marche. Voilà, donc dans les applications, je vais vous rouvrir encore le champ des possibles tout à l'heure. Donc voilà ma boutique. Je ne pouvais pas ne pas en parler de mes fameux kits. Donc en fait, mon travail consiste à faire des kits d'imprimantes 3D qui soient faciles à monter et que je veux très simples, y compris je voudrais que des enfants de 13-14 ans soient capables de les monter. Et il y a aussi une autre dimension, puisque j'ai travaillé dans la maintenance industrielle, c'est la partie câblage et sécurité. Donc notamment dans mes kits, vous n'avez pas de câblage à faire et pas de soudure à faire. Voilà. Pour ceux qui sont des bricoleurs, mais pas des bricoleurs aguerris ou des électroniciens, vous n'avez pas de soudure et vous n'avez pas à mettre les mains dans les fils de 120 volts, par exemple. Voilà. Notamment, il y a toute une considération esthétique, c'est-à-dire que les kits, toute l'électronique est rangée proprement, les passages de fils sont conçus pour être le moins visible possible et que vous ayez une machine dont vous puissiez être fier posée sur votre bureau. Alors, les visuels évoluent en permanence. Il serait merveilleux que je puisse vous les montrer, mais je suis en train de finir un design, donc je ne peux pas bypasser le photographe qui est en train de s'en occuper aujourd'hui. Donc je ferai une révélation des modèles assez rapidement. Voilà. Les applications. Donc, dans la maison, toutes les pièces pour... moi, j'ai fait toutes les sécurités pour mon fils, les anti-pincements dans les portes, les sécurités pour pas qu'il ouvre les tiroirs, tout ce genre de choses, des tringles à rideaux, des supports pour les meubles, tout ce qui peut vous aider. Et en général, ces pièces-là sont très faciles à dessiner, s'impriment très vite et vous pouvez les avoir dans l'urgence. Le bricolage, donc les gens qui commencent à bricoler plus ou moins sérieusement, là ça va commencer à leur rendre service pour réparer des pièces en plastique. Donc le bricolage, la réparation, en général, ce sont les mêmes genres de personnes hein, qui vont ouvrir quand c'est en panne, qui vont se dire comment je vais le réparer, faire des pignons, faire ce genre de choses. L'invention et le prototypage, ou la fabrication de petites séries, c'est la version encore plus sérieuse de la réparation ou du bricolage. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller fabriquer des machines fonctionnelles qu'on va tester, faire fabriquer des pièces en plastique avant de faire fabriquer des moules très coûteux, par exemple. Et puis enfin, le domaine artistique, notamment avec la sculpture, ou le domaine des figurines, de la passion, de tous les objets qui ne sont utiles que pour les yeux. Voilà. Donc, quelques mots sur ce qu'est le libre en général. Est-ce que parmi vous, des gens savent ce qu'est le libre et connaissent le monde de l'open source? Très bien, ça fait une bonne moitié. Parfait. Donc, le monde de l'open source a été inventé par Richard Matthew Stallman.
qui a inventé la licence General Public License, qui est une licence qui en fait protège des inventions dans le domaine public. C'est un moyen légal de protéger et de maintenir dans le domaine public des inventions. Donc notamment, vous avez ces deux points clés qui, quand vous prenez un projet open source, vous êtes normalement tenu, si vous l'améliorez ou si vous le modifiez, d'en informer l'inventeur original et de lui transmettre les nouvelles inventions. Et puis, si vous intégrez dans une machine une petite partie d'un projet open source, l'intégralité de la machine doit être open source. Et évidemment, ça protège de l'industrie, puisque les industriels déposent des brevets, protègent leurs machines, protègent leur design, protègent leurs plans. C'est le fonctionnement de l'industrie aujourd'hui. Et donc, ils ne peuvent pas intégrer d'outils open source. Ils ne peuvent pas les voler. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je travaille dans cet environnement ? D'abord parce que je n'ai pas à moi tout seul toutes les compétences pour imaginer une imprimante 3D. Il faut des compétences dans la physique, il faut des compétences dans l'invention mécanique, il faut des compétences dans la programmation, dans l'électronique, il faut mettre au point énormément de choses. Et si j'ai pu inventer aujourd'hui une machine qui est capable de faire ça, c'est uniquement parce que j'ai pu utiliser des morceaux de projet, des projets complets, des outils parfaitement opérationnels, et simplement y apporter ma brique, et ainsi de suite, avec des millions de personnes à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on avait un arbre généalogique aussi grand de machines. C'est réellement ouvert à la créativité, et c'est complètement itératif, c'est-à-dire que quand quelqu'un invente quelque chose, quelqu'un d'autre va l'utiliser pour aller un petit peu plus loin, et ainsi de suite. Ça protège les innovations, et ça protège le potentiel. C'est-à-dire qu'en général, dans l'industrie, quand vous avez un brevet sur lequel vous avez mis énormément d'argent et que quelqu'un d'autre invente quelque chose qui va vous faire concurrence, vous achetez le deuxième brevet, vous l'enterrez et terminé. Là, l'innovation est à l'état pur, en réalité. Voilà. Donc à moi tout seul, et on a essayé d'estimer de manière réaliste combien ça m'aurait coûté si j'avais dû concevoir tout de A à Z. Ça fait à peu près 300 000 € au bas mot. Voilà, au bas mot, j'ai vu des inventions qui ont coûté 300 000 € à leurs inventeurs et qui sont très simples en réalité, qui ne sont pas grand-chose. Donc je pense que j'ai été assez optimiste sur cette estimation. Voilà. Donc là, j'avais dit à quelqu'un tout à l'heure que j'allais parler d'un coût de prototypage. Donc avant l'impression 3D, faire un prototype d'une petite machine pouvait coûter facilement 300, 400 000 €. Faire réaliser des moules en plastique, ça coûte très cher. Un moule, ça va entre 5 000 et 30 000 €. Alors que là, vous pouvez imprimer votre pièce et vérifier qu'elle fonctionne, vérifier qu'elle se monte, vérifier que vous n'avez rien oublié et la tester en conditions réelles. Donc, des entreprises comme 3D Systems qui ont inventé l'impression 3D, qui ont été les premiers à la commercialiser, ont fait tomber ses coûts si on utilisait l'impression 3D aux alentours de 50 000 € par rapport à... Et moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est que la même chose, si vous avez des machines, amortissement des machines inclus, ce soit plus aux alentours de 50, 100 €. Et c'est pas du tout irréel, hein, ce que je suis en train de vous dire. Quand vous avez un moule pour une pièce à payer 25 000 € de votre poche en tant qu'inventeur, sur les salons d'inventeurs, c'est souvent quelque chose qu'on le retrouve énormément, eh bien, le budget monte très vite. Il suffit d'une pièce ratée, il suffit d'avoir plusieurs pièces, parce que vous ne pouvez pas faire la chose en une seule fois. Et les budgets montent très très vite, alors que là, en réalité, j'ai par exemple cet objet, qui est une pompe péristaltique, pour ceux qui savent ce que c'est une pompe de dosage précis, utilisable en laboratoire, qui m'a coûté... Allez, il y a de l'acier, il y a un petit peu de temps d'usinage, il y a un moteur, il y a un petit peu de plastique, 25 €. Je me suis renseigné pour en acheter simplement un corps chez un fournisseur de laboratoire. Il y en avait pour 3 000 €. Vous voyez où elle est la révolution? Et on peut équiper un laboratoire avec ça.
C'est un moteur de précision qui est renvoyé avec une vis sans fin. J'ai une précision extrême avec ça. Je peux faire du dosage de laboratoire. Yes. Et, combien d'heures, how long did you need to watch it while it printed? To design, to print, only the printing or the design included? Because you need to watch while it prints so that it does not make a mistake. Yes? No, absolutely not. Today, I'm launching the machine, and I don't care about anymore. I just pick the object at the end, and the most of the time the printed pieces stay on the machine finished longer than it take to print. C'est souvent, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ce que je viens de dire, c'est que la question qui m'était posée, c'est combien de temps ça prend à imprimer, parce qu'il faut bien vérifier que l'impression se fait de manière correcte et que ça se fasse sans erreur. Et je lui ai répondu non, non, non. Au début, oui, notamment si vous avez une machine que vous avez assemblée vous-même, vous vérifiez que tout se passe bien, mais quand ça commence à bien se passer, vous vous en occupez plus. Vous la lancez et vous allez faire autre chose. C'est une des raisons pour lesquelles les temps d'impression deviennent complètement transparents en réalité, parce que les 3 quarts du temps, pendant que vous êtes en train de dessiner une 2e, une 3e ou une 8e pièce, vous êtes en train d'en imprimer une. Donc vous lancez l'impression puis vous retournez à votre invention. Et ce que je disais, c'est que la plupart du temps, en réalité, la pièce reste finie sur la machine plus longtemps que ce qu'elle a mis à s'imprimer. Donc les temps d'impression sont vraiment négligeables, transparents. Et donc, j'ai fait une autre petite pièce, alors je serais ravi de vous la montrer après, en fonctionnement. C'est une pompe à piston. C'est une pompe à piston. Je bricolais mes mobylettes à une époque. Et j'ai essayé, on la fera fonctionner tout à l'heure de manière informelle, mais j'ai essayé de bricoler ce genre de choses fut un temps. C'est une perte de temps considérable et d'argent, vous n'imaginez pas. Il m'a fallu moins de 4 jours pour la dessiner, l'imprimer, la tester. Et je vous assure que j'en étais moi-même ému parce que c'est une pompe à piston, les segments, les clapets qui permettent à l'eau de fonctionner, de passer dans le bon sens, sont imprimés. Donc en fait, il y a un moteur de récupération, une barre de métal pour pouvoir avoir un réglage, un peu de visserie. Le reste, c'est tout le piston à l'intérieur, il est imprimé. Voilà. Donc je vous montrerai un peu ce que ça peut faire pour moins de... Bah là, il y a beaucoup de récup, alors il y en a pour moins de 10 €. Là. Plastique inclus, électricité incluse, voilà.